Scott Ratigana. Vers 5h30 de l'après-midi, le 17 janvier 2020, la police a été appelée au bâtiment AVA Ballston Square, situé au 850 North Randolph Street à Arlington, en Virginie, après avoir reçu des rapports d'un homme retrouvé inanimé dans un appartement. L'appelant au 9, un gars a mentionné qu'il y avait une forte odeur d'eau de javel dans l'appartement et les enquêteurs détermineraient plus tard que les preuves récupérées sur les lieux indiquent que les suspects ont tenté de nettoyer la scène de crime avant de quitter la résidence. Au moment où la police est arrivée, l'homme a été déclaré mort. La victime était Scott Ratigan, 24 ans. Scott avait fréquenté l'université de Radford et avait récemment commencé à travailler dans un poste de vente en entreprise. Il avait aussi une compagne de longue date. Son père, John, a plus tard déclaré aux médias « Quelqu'un l'a tragiquement tué, nous ne savons pas qui, nous ne savons pas pourquoi ». Suite à l'autopsie, la police a annoncé que Scott avait été assassiné après avoir subi un traumatisme à la partie supérieure du corps, mais malgré cela, il y a eu très peu d'avancement dans l'affaire. L'individu qui a découvert le corps de Scott dans sa chambre était un parent qui n'avait pas eu de ses nouvelles depuis quelques jours, ce qui n'était pas son comportement habituel. Des rapports ultérieurs notent que 4 personnes étaient présentes au moment où la police est arrivée, mais on ignore qui elles étaient. 1 an après le meurtre de Scott, la police a annoncé qu'elle poursuivait une personne d'intérêt, mais qu'elle avait besoin d'aide pour identifier le suspect potentiel. Avec cette annonce est devenue une vidéo de surveillance montrant un homme portant une veste à capuche noire et quelque chose ressemblant à une écharpe ou un bandana sur le visage, marchant sur les trottoirs de Ballston. Le département de police du comté d'Arlington a déclaré que l'individu est décrit comme un homme blanc d'environ 1,67 m à 1,70 m de haut, pesant entre 68 et 79 kg, habillé tout en noir, portant un sac à dos noir et marchant avec les pieds noltis tournés vers l'intérieur, souvent appelé une démarche en pied de pigeon. Les détectives aimeraient identifier et parler à cet individu, cependant, 4 ans plus tard, cette personne d'intérêt n'a toujours pas été identifiée. Les enquêteurs ont noté qu'ils ont analysé les preuves de la scène de crime, fait du porte-à-porte dans la zone locale, parlé avec des témoins et suivi chaque piste et chaque conseil qu'ils reçoivent, et pourtant, l'affaire de Scott reste non résolue. La famille de Scott a initialement offert une récompense de 25 000 $ à quiconque pourrait aider à appréhender son meurtrier, et cette récompense a été portée à 50 000 $ au cours des années suivantes. En janvier 2025, les enquêteurs ont lancé un nouvel appel à information demandant à toute personne disposant d'informations de se manifester, quelle que soit leur importance. L'affaire de Scott reste non résolue et la personne d'intérêt n'a jamais été identifiée. Toute personne ayant des informations sur l'affaire peut contacter l'unité des homicides et des vols de la police d'Arlington au 703 22 841 80 ou envoyer un courriel à ASCPD Tipline à arlingtonva.us. Brian Schaeffer est né en février 1979 à Pickerington, une banlieue en périphérie de Columbus, Ohio. Il était l'aîné de 2 garçons nés de Randy et Renee Schaeffer et était, selon tous les comptes, un jeune homme ambitieux. Après avoir terminé le lycée, il a étudié à l'Université d'État de l'Ohio et 6 ans plus tard, il a obtenu un diplôme en microbiologie. Au moment de sa disparition, il fréquentait l'école de médecine de l'université où il a rencontré Alexis Wagoner qui est devenu sa petite amie de longue date. Le couple avait prévu de visiter Miami pour les vacances de printemps avec des amis et la famille, pensant qu'il était probable que Brian propose pendant qu'ils étaient en vacances. Le vendredi 31 mars 2006, Brian, âgé de 27 ans, a terminé les cours pour les vacances de sciences de printemps et est allé manger avec son père pour fêter ça. Randy a déclaré plus tard que tout semblait normal, mais que son fils paraissait fatigué, probablement à cause des nuits blanches passées à réviser pour ses examens. Ce soir-là, Brian avait prévu de rencontrer son ami, William Clint Florence, et le duo s'est retrouvé à 9 h du soir au Ugly Tuna Saloner, un bar situé dans le complexe South Campus Gateway sur High Street à Columbus. 1 heure après, il a appelé sa petite amie qui était chez sa famille. Dans les heures qui ont suivi, Brian et Clint ont fait la tournée des bars dans le quartier de l'Arena. Clint a plus tard dit aux enquêteurs que le duo avait pris un shot d'alcool fort à chaque endroit qu'ils ont visité. Peu après minuit, ils sont tombés sur Meredith Reed, une amie de Clint, qui les a ramenés au Ugly Tuna Saloner et le trio a pris un autre verre ensemble.
Brian a été vu pour la dernière fois juste avant 2 heures du matin parlant à 2 femmes à l'extérieur du bar où il a été capturé sur circuit de télévision en circuit fermé. Mais après cela, il semble disparaissant hors caméra alors qu'il rentrait à l'intérieur du bar. Clint et Meredith ont signalé avoir cherché Brian et appelé son téléphone séquent sans recevoir de réponse. À 2 heures du matin, le bar a fermé et le duo a attendu dehors pour lui, mais il n'est jamais apparu, supposant qu'il était déjà parti pour la nuit. Randy et Alexis ont essayé de contacter Brian ce week-end en vain. Lundi matin, après avoir manqué le vol pour Miami qu'il avait réservé avec Alexis, le jeune homme de 27 ans a été signalé disparu à la police. Le Ugly Tuna Salooner a été le premier endroit que les autorités ont enquêté après que Brian a été signalé disparu puisque c'était le dernier endroit où il a été vu. Les images de surveillance ont capturé Brian avec Meredith et Clint montant l'escalier roulant vers l'entrée du bar à 1h15 du matin. Et d'autres images le montrent en train de parler aux 2 femmes juste avant la fermeture du bar. C'était la dernière fois que Brian a été vu, et c'est la dernière image connue de lui. Il y avait beaucoup de théories sur la façon dont Brian aurait pu quitter le bar sans être vu. Les enquêteurs ont supposé qu'il avait changé de vêtements et mis un chapeau pour éviter d'être détecté, et soupçonné qu'il aurait pu quitter le bâtiment par une porte de service qui n'était pas généralement utilisée par les clients. À l'époque, cette porte aurait mené à une partie du bâtiment qui était en construction. Lorsque la disparition de Brian a atteint les médias grand public, il y a eu beaucoup de spéculations selon lesquelles il serait tombé et se serait blessé dans cette zone du bâtiment en état d'ébriété. Mais il n'y avait aucune preuve suggérant qu'il avait emprunté cette sortie. Il n'a pas non plus été vu sur les caméras de surveillance ici. Les images des caméras de surveillance des bars voisins n'ont montré aucun signe du disparu de 27 ans. Malgré les fouilles des poubelles, l'utilisation de chiens détecteurs de cadavres et le ratissage de la zone autour du bar, l'enquête sur la disparition de Brian a fourni peu d'informations. Même les égouts ont été fouillés sans succès. Sa voiture était toujours à l'extérieur de son appartement, intacte, et rien ne semblait déplacé à l'intérieur de l'appartement lui-même. Avec si peu de preuves, la police a commencé à spéculer que peut-être Brian était parti pour prendre un peu de temps pour faire le deuil de sa mère récemment décédée. René était décédé d'un cancer quelques semaines plus tôt et ses amis avaient remarqué que bien qu'il semblait se tenir debout, sa mort l'avait beaucoup affecté. Des tests de polygraphe ont été administrés à ceux qui avaient vu Brian ce soir-là, y compris Randy, Meredith et Clint, mais Clint a refusé d'en passer un. Meredith et Randy ont réussi. En 2009, les 2 femmes qui avaient parlé à Brian pour la dernière fois ont déclaré qu'on ne leur avait jamais demandé de passer un polygraphe. Alexis, la petite amie de Brian, l'appelait chaque soir sur son portable, espérant qu'il réponde, mais tombait systématiquement sur la messagerie vocale. Cependant, une nuit de septembre, des mois après la disparition, il a sonné 3 fois. Plus tard, elle se rappelle qu'elle continuait à appeler juste pour entendre ce son, l'un des plus beaux qu'elle ait jamais entendu, même si personne ne répondait. Le fournisseur de services téléphoniques a déclaré que cela aurait simplement pu être un dysfonctionnement, mais les enquêteurs ont noté un ping du téléphone près d'une tour de téléphonie mobile dans la ville de Hillette, à environ 14 miles de Columbus. Malgré les nombreuses pistes et les conseils qui ont suivi, les autorités n'ont pas réussi à trouver Brian. Lors d'un concert de Pearl Jam dans l'Ohio plus tard cette année-là, le chanteur Eddie Vedder a lancé un appel à information. Pearl Jam était l'un des groupes préférés de Brian et il avait un tatouage sur son bras de la pochette de leur single « Alive ». Des observations aussi loin qu'en Europe ont été enquêtées et Randy Schaefer a cherché des réponses par lui-même en parlant à un médium et plus tard en enquêtant sur la rivière Olentangy avec son autre fils, théorisant que Brian était tombé dedans mais rien n'a jamais été trouvé. Tragiquement, Randy est décédé en 2008 frappé par une branche d'arbre lors d'une tempête. Suite à sa mort, l'avocat de Clint a contacté un détective privé qui s'était porté volontaire pour aider à chercher Brian et a insinué que la police le croyait. Brian était vivant. L'avocat Neil Rosenberg a écrit « Si Brian est vivant, ce que je suis amené à croire après avoir parlé avec le détective impliqué, alors c'est Brian et non Clint qui cause de la douleur à sa famille. » Et des difficultés, a-t-il ajouté. Brian devrait se manifester et y mettre fin. Cela faisait suite au refus répété de Clint de passer un test de polygraphe contrariant la famille de Brian. Derek, le frère cadet de Brian, se souvient dès que le détective a commencé à s'impliquer. C'est à ce moment-là que Clint n'a eu presque aucun contact avec personne. J'ai toujours pensé qu'il sait certainement quelque chose, il ne veut tout simplement pas le révéler. Les mises à jour dans l'affaire de Brian ont été rares au fil des années. L'un des enquêteurs originaux a dit à Columbus Monthly que Brian n'a pas quitté le bar cette nuit-là par l'escalator, quelque chose dont il était sûr à 100%.
Il a également mentionné que la police a 3 théories sur cette affaire sans les révéler au magazine. Brian Schaeffer reste introuvable. Il a été vu pour la dernière fois à l'intérieur du bar Ugly Tuna Saloner à Columbus, Ohio, juste avant 2 heures du matin dans la nuit du 1er avril 2006. Il est décrit comme un homme blanc aux cheveux bruns et aux yeux noisettes, mesurant 6 pieds 2. Au moment de sa disparition, il avait 27 ans et pesait entre 160 et 165 livres. Brian a un tatouage de Pearl Jam sur son bras droit, supérieur, et un point distinctif sur l'iris de son œil gauche. Si vous avez des informations sur son cas, vous pouvez appeler l'unité des personnes disparues de la division de police de Columbus au 6 146 45 2358. Timothy Pitson, âgé de 6 ans, résidait à Aurora, Illinois, avec ses parents James Pitson et Amy Fry Pitson au moment de sa disparition en 2011. Le matin du 11 mai, son père l'a déposé à l'école élémentaire Greenman pour les cours, sans savoir que ce serait la dernière fois qu'il verrait son fils. Peu de temps après, entre 8h10 et 8h15, sa mère, Amy, est venue chercher Timothy, disant à l'école qu'il y avait une urgence familiale, même s'il n'y en avait pas. Vers 10h du matin, elle a déposé sa voiture, un véhicule utilitaire Sport Ford Exhibition bleu de 2004, dans un atelier de mécanique avant de se rendre au zoo de Brookfield avec le petit garçon. Le duo s'est revenu à 3h de l'après-midi pour récupérer la voiture d'Amy avant de se rendre au Key Lime Cover Resort à Gurney, où ils ont passé la nuit. Le 12 mai, ils se sont rendus au Kalahari Resort à Dells, Wisconsin, et y ont de nouveau passé la nuit. Les images de vidéosurveillance montrèrent les deux ensemble, attendant en ligne pour partir le lendemain matin. Plus tard ce jour-là, le 13 mai, entre 12h et 13h30, Amy a appelé sa famille, y compris sa mère, leur disant qu'elle avait Timothy et qu'il était en sécurité. Ces appels ont été, selon les registres téléphoniques, passés depuis une zone au nord-ouest de Sterling, Illinois, près de la route 40. Elle a initialement refusé d'appeler son mari, malgré le fait qu'il les cherchait, et avait appelé à plusieurs reprises le téléphone d'Amy après avoir découvert que Timothy avait été emmené de l'école. Pendant ce temps, on entendait Timothy en arrière-plan des appels, déclarant qu'il avait faim. Finalement, Amy a appelé James et lui a dit « Timothy va bien. Timothy m'appartient. Timothy et moi irons bien. Timothy est en sécurité. Tim était mon fils. Je suis libre de mes actes. Personne n'a eu de nouvelles de Timothy depuis ces appels. » Plus tard ce jour-là, vers 7h25, Amy a été vue dans un magasin Family Dollar à Winnebago, Illinois, où elle a acheté de la papeterie, y compris du papier, des stylos et des enveloppes. Elle a été vue seule sur les images de vidéosurveillance. Elle s'est ensuite rendue à Sullivan's Foods à proximité à 8h du soir, avant de finalement s'enregistrer à l'auberge Rockford Inn à Rockford, Illinois, entre 11h15 et 11h30. Entre son enregistrement à l'auberge et le lendemain matin, Amy a mis fin à ses jours. Elle s'est entaillée les poignets et le cou et a pris une surdose d'antihistaminique. Son corps a été découvert le lendemain, à 12h30, par une femme de ménage. Une note de suicide a été trouvée à proximité. Dans sa lettre, elle s'excusait pour le désordre causé et affirmait que Timothy était en sécurité avec des personnes bienveillantes, mais introuvables. Une autre partie de la lettre disait « Je l'ai emmené quelque part en sécurité, il sera bien soigné et il dit qu'il t'aime. Sachez qu'il n'y a rien que vous auriez pu dire ou faire qui aurait changé d'avis. » Son téléphone portable manquait sur les lieux, tout comme le sac à dos Spider-Man de son fils, ses jouets et ses vêtements. Un tube de dentifrice, un transpondeur iPass et les vêtements qu'Amy portait lorsqu'ils ont quitté le complexe Kalahari avaient également disparu. Le sang sur le couteau utilisé par Amy a été identifié comme étant uniquement le sien, sans aucune trace de celui de Timothy. Les enquêteurs ont initialement cru à l'histoire d'Amy qu'elle avait confié Timothy à des personnes de confiance, en partie parce que son siège auto manquait dans son véhicule. Cependant, le siège auto a été retrouvé plus tard chez la grand-mère de Timothy à Wooster, Ohio. Elle avait le siège une semaine avant la disparition. Inquiète pour la sécurité de Timothy, la police s'est alarmée quand personne ne s'est manifesté les jours suivants. À l'intérieur du véhicule utilitaire sport d'Amy, ils ont trouvé une quantité inquiétante de sang sur le siège arrière. Mais les membres de la famille ont noté que le petit garçon avait eu un saignement de nez abondant dans la voiture environ 12 à 18 mois avant sa disparition et les autorités n'ont pas pu déterminer combien de temps la tache de sang était là. Un examen médico-légal approfondi du véhicule utilitaire sport a révélé d'autres informations importantes.
Du sol, de l'herbe haute et des mauvaises herbes étaient tous collés à son soubassement, et les tests sur les plantes et les sédiments ont révélé que la voiture s'était probablement arrêtée sur une zone de route en gravier, à côté d'une route en asphalte, qui avait, à un moment donné, été traitée avec des billes de verre pour la construction de routes, probablement des marquages réfléchissants sur la route. Il a également été déterminé que le véhicule utilitaire sport avait reculé sur une prairie herbeuse contenant de la carotte sauvage et des plantes de moutarde noire. Cette zone aurait été presque sans arbres près de l'endroit où la voiture s'est arrêtée, mais avec des chênes et des bouleaux dans la zone générale. Il y aurait peut-être eu un étang ou un ruisseau à proximité, mais rien n'indiquait que la zone était un jardin ou un champ de culture. Il y a plusieurs possibilités quant à l'endroit où pourrait se trouver ce lieu, les enquêteurs pensant qu'il se trouvait probablement dans le comté de Lee ou le comté de Whiteside dans le nord-ouest de l'Illinois. Bien qu'il n'ait pas exclu d'autres lieux tels que le comté de Winnebago ou le comté de Stevenson. Les autorités pensent qu'Amy a planifié la disparition pendant au moins plusieurs mois. Plus tôt dans l'année, en février et mars, elle a fait 2 voyages dans la région où son fils allait disparaître. Elle a également ouvert un compte de courrier électronique en utilisant son nom de jeune fille en 2007, 4 ans plus tôt, dont elle n'a jamais parlé à son mari. Cependant, le compte ne contenait aucune information pertinente. Pour la famille, son suicide et la disparition de Timothy ont été un grand choc. Son mari James ainsi que sa mère croyaient qu'elle était une bonne mère aimante qui ne ferait jamais de mal à son fils. Ils ont noté qu'à quelques reprises, lorsqu'elle était contrariée, elle l'avait laissé à la maison pendant quelques heures, mais ne l'avait jamais emmené avec elle ni tenté de lui faire du mal. Cependant, après la disparition de Timothy, il est apparu que la relation entre James et Amy avait été tumultueuse. Le couple avait failli se séparer en 2008 lorsque James a découvert qu'Amy prévoyait de rencontrer l'un de ses ex-maris pendant son absence. James a alors dit à Amy que si elle ne mettait pas fin à ses relations, il demanderait le divorce et chercherait à obtenir la garde exclusive de leur fils. Bien qu'Amy soit restée dans le mariage, l'union était tumultueuse. Amy luttait depuis des années contre la dépression et prenait des médicaments. Elle avait essayé de mettre fin à ses jours 2 fois auparavant, une fois avant de rencontrer James et une fois juste après qu'ils aient commencé une relation. James a remarqué que le couple s'était violemment disputé le matin où Timothy a disparu. La famille d'Amy et James ne sont pas considérés comme suspects dans l'affaire. 2 ans après la disparition de Timothy, le portable d'Amy a été retrouvé sur le bord de la route 78, au nord de Mount Carroll, dans l'Illinois. La zone environnante a été fouillée pour d'autres indices, mais la police n'a rien trouvé. En 2019, un homme trouvé errant à Newport, dans le Kentucky, prétendait être Timothy, mais cela a été démenti, et il a été identifié comme Brian Michael Riney, âgé de 23 ans, qui venait d'être libéré de prison. Le cas de Timothy reste non résolu. Un ami d'enfance de Timothy pense qu'il pourrait vivre dans une communauté mormone isolée qui n'a pas accès à Internet, et donc il ne serait pas au courant qu'il est une personne disparue. Il est à noter que Amy et James étaient en tous 2 religieux. Amy se considérait comme mormone, tandis que James était membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Leur amie, Hannah Sukup, a déclaré « Je pense qu'elle l'a déposé et l'a confié à des gens qu'elle savait qu'ils le garderaient en sécurité et caché, que soit son identité devait être changée, soit qu'il devait rester loin d'Internet pour qu'il ne sache jamais qu'il avait disparu. » La grand-mère paternelle de Timothy, Linda, croit en cette théorie, déclarant « J'ai lu cette note de suicide, et si vous lisez les notes et que vous la connaissez, je supposerai qu'elle a probablement confié à quelqu'un de vivre dans un complexe. Je dois espérer que c'est vrai, car ce serait une bien meilleure option pour moi à gérer, par opposition à ce que sont les autres options. » Elle a ajouté qu'elle ne croit pas qu'Amy était capable de faire du mal à son propre fils, mais plutôt que ses plans pour Timothy avaient été quelque chose à voir avec ses croyances mormones, supposant que l'Église a exercé une pression sur elle pour élever son fils d'une certaine manière. James Pitson a dit à National Broadcasting Company « Je pense qu'il va me trouver avant que je ne le trouve. Peut-être qu'il est hors réseau au milieu de nulle part. Dans mon esprit, je sais qu'il est ici quelque part. Où il se trouve, je ne suis pas sûr. À ce jour, il reste ferme dans sa conviction qu'Amy n'a pas fait de mal à leur fils. » Timothy Pitson avait 6 ans lorsqu'il a disparu d'Aurora, Illinois, le 11 mai 2011, après que sa mère l'a sorti de l'école. Il a été vu pour la dernière fois au Kalahari Resort à Wisconsin, Dells, Wisconsin, où il a été capturé sur circuit de télévision en circuit fermé. Timothy est un homme blanc aux cheveux bruns et aux yeux bruns. À sa disparition, il mesurait environ 1,27 m et pesait près de 32 kg.
Il portait un short vert ou bleu, un t-shirt marron et des chaussettes blanches et portait un sac à dos Spider-Man qui manquait dans la chambre de motel de sa mère dans l'Illinois. S'il est toujours en vie, il aurait 20 ans. Si vous avez des informations sur le cas de Timothy, vous pouvez contacter le Centre national pour les enfants disparus et exploités au 1-800-435-678 ou le département de police d'Aurora au 6302-565516. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.